Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. J'ai le privilège de recevoir d'éminentes personnalités ce soir. Je reçois Mamadou Diallo, fondateur du CEO Mag et de l'African CEO Award. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes accompagné de notre ancienne ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai une question d'entrée de jeu pour vous, cher Mamadou. Vous êtes journaliste spécialisé dans la tech. D'où vient cette passion pour la tech? Alors, la tech est arrivée chez moi par hasard. Donc, je n'étais pas prédestiné à être journaliste. Je m'intéressais à ces questions-là par curiosité sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et l'hasard a fait que j'ai croisé le chemin d'un très grand journaliste qui était rédacteur en chef des Échos en France. Et de fil en aiguille, donc, il m'a initié au métier. Donc, il m'a proposé de lui proposer des papiers sous un angle, management des systèmes d'information. À l'époque, c'était dans les années 90. Et donc voilà, c'est de là qu'est venue cette passion. Donc à l'époque, on était en plein bouleversement sur la libéralisation du marché des télécommunications en Europe. Et j'ai couvert ces angles jusqu'en 2000, où il y avait le boom de l'Internet et le passage à l'an 2000. Et c'est par la suite que j'ai pris donc vraiment une grosse responsabilité au niveau des Échos pour parler donc, du management des systèmes d'information dans les grandes entreprises du CAC 40. Et donc voilà, j'ai fait un petit bonhomme de chemin avec Charles Delevier, pour le citer, et qui était un mentor pour moi et qui m'a vraiment introduit dans le journalisme. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le journalisme. Mais rien au départ ne me prédestinait à être journaliste, c'est le hasard. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez fondé le CEO Mag et l'African CEO. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce concours et quelles sont vos attentes pour cette première édition? Alors, déjà, en premier temps, donc, parler de CIO Mag. Donc, le CIO Mag est un magazine panafricain qui a été créé en 2006 à Marrakech, le hasard. Et ce qui fait un peu d'histoire par rapport à ça, c'est que j'ai fait une carrière aux Échos pendant quelques années. Et je voyais que l'actualité digitale, à l'époque, n'existait pas. On ne parlait pas de l'Afrique en ce moment-là, parce qu'en 2006, l'Internet n'était pas très développé. Et j'ai voulu créer un réseau qui réunissait les directeurs des systèmes d'information, donc les directeurs informatiques africains, puisque j'avais une expérience avec le CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises de France, que notre amie Elisabeth connaît très bien. Et donc mon rôle à l'époque, c'est d'aller voir comment les entreprises du CAC 40 allaient aborder le passage à l'an 2000. Et je disais que le grand oublié de ce passage à l'an 2000 à l'époque, c'était l'Afrique. Je parle de ça il y a 24 ans. Et on en parlait dans les médias français, dans les Échos, etc. Mais l'Afrique occupait vraiment une place pas très bien considérée. Et donc j'ai demandé à mes partenaires, donc, si on allait créer un réseau panafricain qui va rassembler les directeurs des systèmes d'information pour justement promouvoir les bonnes pratiques. Ils m'ont dit que c'était une très bonne idée. Donc de là, on a créé un premier rassemblement à Marrakech en 2008, si ma mémoire est bonne. Donc on a rassemblé une quinzaine de pays africains, donc les directeurs des systèmes d'information d'une quinzaine de pays, pour parler de la promotion des systèmes d'information dans les entreprises et dans les administrations. Mais on n'avait pas imaginé que ça allait avoir un bouleversement 20 ans plus tard. Et on pensait réunir une trentaine de personnes, donc finalement on était 400. Et c'était énorme. Et donc il y avait HP, il y avait IBM, il y avait tous les grands groupes européens, américains qui nous avaient accompagnés à la réalisation de cette première édition. Et de là, il y a quelque chose qui a découlé. Ils nous ont dit, voilà, avant de passer à créer un réseau panafricain des directeurs des systèmes d'information, pensons d'abord à deux choses. La première, c'est créer un réseau dans les différents pays, puisque les pays n'en avaient pas. Il fallait déjà sensibiliser les pays à mettre en place des réseaux locaux pour justement promouvoir le partage des bonnes expériences entre utilisateurs des systèmes d'information, donc les entreprises. Donc, OK. La deuxième chose, ils nous disaient qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ces réseaux sociaux-là qui étaient développés à l'époque, mais aidez-nous maintenant à créer un magazine qui parle de nous, qui parle des problématiques africaines donc, en matière de systèmes d'information. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que j'avais déjà une expérience avec les Échos à travers cela. Donc, d'une chose, j'avais cette expérience du CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises de France. Donc, j'ai participé à créer des réseaux des directeurs des systèmes d'information dans une dizaine de pays. Donc, en 10 ans, j'ai créé le réseau du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de l'Algérie. Donc, on a créé vraiment une dizaine de clubs de DSI dans ces différents pays. Et il fallait les consolider par des mini-événements pour pouvoir promouvoir les échanges dans les bonnes pratiques dans ces pays-là. Et par la suite, la deuxième chose, c'est de créer le CIO Mag, donc un magazine qui parle des Africains. Un magazine par les Africains et pour les Africains pour parler de la transformation digitale.
À l'époque, on était futuristes, hein, parce que quand on parlait de transformation digitale, on disait, mais de quoi vous parlez, quoi? C'est pas trop le sujet principal en Afrique. À l'époque, non, c'était pas ça. Donc, je me suis dit, voilà, donc, sur la place de Paris, je vois comment les médias traitent l'actualité digitale en Afrique. Mais je me disais que je sentais quelque chose venir. Je me disais que quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, on lui met un téléphone à portée de main pour pouvoir échanger avec sa diaspora, pour pouvoir faire des activités. Ça allait créer forcément un bouleversement. Contrairement à d'autres, les Européens disaient que c'était destiné à la classe moyenne, donc 10% de la population africaine qui pouvait se payer un téléphone, donc les autres n'allaient pas pouvoir le faire. Mais moi, je me disais qu'il y aura un bouleversement qui va se passer. Je ne sais pas quand, mais ça va se faire. Et donc, on a créé ce magazine, CIO Mag, donc, qui, au fil du temps, est devenu aujourd'hui une référence sur le continent. Et forcément, avec les alliances, donc quand on parle du GITEX qui va se tenir, on va en parler, oui, le GITEX qui va se tenir pour la deuxième édition. Donc nous, on avait déjà pensé à ça il y a 17 ans, donc à la même place, à Marrakech. Vous voyez? Donc on l'a créé il y a 17 ans, on a créé CIOMAG il y a 17 ans à Marrakech. Et de là, donc, on est parti les voir en leur disant que voilà, il y a le plus grand rassemblement qui se passe. Donc nous, on a la légitimité pour avoir rassemblé les directeurs des systèmes d'information depuis des années. Donnez-nous la possibilité donc, d'organiser un événement pour les Africains et par les Africains pendant cet événement. Et ils nous ont dit, voilà, c'est très pertinent, vous avez la légitimité pour le faire, faites-le. Et donc j'ai la chance d'avoir un réseau qui réunit des personnalités comme Elisabeth Moreno, comme Lassina Kone, qui est le patron de Smart Africa. Qui a accepté d'être membre du jury. Madame Moreno, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter d'abord ce rôle-là de membre du jury et quelles sont vos attentes aussi? Vous voulez dire au-delà de la ténacité de Mahamadou Diallo? D'abord parce que je pense, moi je le suis depuis très longtemps, quand je dirigeais Lenovo, quand je dirigeais HP, j'ai eu la chance de travailler avec lui quand il faisait les CIO Africa Tour. Et on a fait beaucoup de conférences. Je connais la qualité de son travail. Je connais au-delà de son travail son engagement pour le développement technologique du continent. Et vous savez, quand vous êtes passé en politique, vous savez reconnaître les gens qui sont sincèrement engagés sur le développement du continent. Et Mahamadou Diallo, clairement, fait partie de ces gens-là. Ensuite, parce que vous lui avez posé la question et pas à moi. Moi, je suis tombée dans la tech il y a 20 ans. Je suis tombée dans la tech parce que j'ai vu combien les technologies pouvaient nous permettre de faire, parce qu'il ne faut pas, sur le continent africain, il ne faut pas délier les technologies du développement industriel. Aujourd'hui, on a besoin de combiner les deux pour pouvoir favoriser l'accélération du développement du continent. Et ça, c'est vrai que vous parliez de l'éducation, de la santé, de l'industrie lourde, que vous parliez de la culture, enfin tout est technologique aujourd'hui. Et je pense que plus nous mettrons en lumière les DSI africains sur le continent, mais aussi dans la diaspora, qui créent, qui innovent et qui inventent, plus nous mettrons en lumière les solutions qu'ils mettent en œuvre, eh bien, plus nous inspirerons à la fois la jeunesse, mais également les autres DSI de tout le continent. Parce que moi, je crois beaucoup dans le partage des bonnes pratiques. Je crois beaucoup dans les échanges, dans les discussions, pour stimuler l'intellect de chacun et pour avancer ensemble. Et je crois que c'est la clé aujourd'hui. Donc je ne pouvais pas refuser. Vous avez possédé ma question. Cette finale, vous le faites dans le cadre de la deuxième édition du GITEX, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Comment les African CEO Awards pourront compléter cet événement-là aujourd'hui? Quelle sera la plus-value concrètement? Alors, nous considérons l'Africa CIO Award comme étant un événement par les Africains et pour les Africains. J'ai vu la première édition, on a vu les grandes entreprises de la tech, que ce soit HP, IBM, Dell, qui ont Huawei, qui s'installent à travers donc, ces CIO Awards pour démontrer ce qu'ils sont capables de faire, donc les meilleures innovations. On s'est dit, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour dire, voilà, c'est une marque africaine. Et donc, en tant que média panafricain, on s'est dit, voilà, en créant ce concours qui va mettre en lumière l'innovation portée par les Africains et pour les Africains, ça un très bon moyen donc, de pouvoir stimuler cela. Donc, Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, on a sillonné le continent africain à travers les CIO Awards qu'on a organisés. On a eu la chance de faire ensemble le Bénin, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Le Togo, d'autres pays qu'on a pu visiter avant qu'elle ne soit ministre. Le Maroc. Le Maroc. Qui accueille l'événement. Oui, le Maroc. Et même la Réunion qu'on a fait ensemble avant qu'elle ne soit ministre. Donc voilà, donc c'est pour rappeler donc, l'amitié qui nous unit et puis la technologie qui est notre passion.
formation tous les deux, qui est un socle, hein, qui est très important pour nous deux. Et voilà, donc ça nous a permis donc vraiment de travailler en amont avec les organisateurs du GITEX pour leur dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des DSI et c'est très important. C'est quelque chose que je comporte depuis maintenant 20 ans. Et donc le fait de l'intégrer dans le cadre du GITEX est quelque chose de très important. Quand on en leur a parlé, donc ça a été tout de suite, ils ont tout de suite dit d'accord, on y va. Et on a été voir les autorités marocaines qui accueillent cet événement-là. Donc le ministère de la Transition numérique, Mme Rita Mezour, que je remercie au passage, qui nous a donné son soutien. L'ADD, qui est l'Agence du développement du numérique du Maroc, et d'autres partenaires qui nous ont vraiment tout de suite dit « Ok, on y va ». Donc ça nous a permis vraiment de lancer cette première édition qui a dépassé nos espoirs. Parce qu'on s'est dit « on y va », parce que dans une première édition peut-être, on voyait les mollos. Mais on a été vraiment dépassé par l'engouement qu'il y a autour de ces affaires. Et la qualité des dossiers, c'est impressionnant. On a reçu, je crois, plus de 40 dossiers, à la fois de DSI du continent et de DSI de la diaspora, tous plus innovants les uns que les autres. Il y avait plusieurs femmes. Moi, j'étais ravie de voir qu'on a des femmes DSI aujourd'hui qui prennent le taureau par les cornes et qui se disent, nous aussi, on a des choses à apporter et on veut que notre voix soit entendue. Mais vraiment, ce qui était impressionnant, c'était la qualité des dossiers qu'on a reçus. Et on voit de plus en plus que c'est pas du copier-coller des solutions occidentales qu'on va copier pour le continent et les adapter avec plus ou moins de succès. C'est vraiment des solutions locales qui vont apporter de la valeur, créer des emplois localement. Et ça nous donne beaucoup, beaucoup de joie. Est-ce qu'on trouve beaucoup de jeunes dans les différentes candidatures? Des jeunes femmes surtout. Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, c'est des jeunes dames qui portent des projets d'innovation. Et quand on parle aujourd'hui, on va vers le Vivatech, on parle beaucoup d'IA. Et j'étais impressionné par la qualité des dossiers qui sont fondamentalement marqués par l'IA. Et l'IA générative, donc que des agences de prévoyance de retraite, de sécurité sociale, ou même de ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Ou de l'intérieur, pour la sécurité routière. Et de la justice. Et de la justice. Qui ont mis en place des chats GPT et des IA génératives qui permettent vraiment d'anticiper les choses, mais des IA africaines. Par exemple, pour ne pas le citer, donc MTN qui a mis en place, qui est un des finalistes, le premier opérateur de télécommunications en Afrique. Non, tu n'as pas le droit de dire qui est finaliste. J'ai pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit. En tant que membre du jury, je ne suis pas d'accord. Bah voilà, vous rappelle à Londres. Un des finalistes, je ne vais pas le citer. En plus, la pub, là, on a fait pour MTN, on va couper cette séquence-là. Un des finalistes a mis en place un chat GPT fondé par une IA générative qui est utilisé aujourd'hui par 3 millions d'utilisateurs en Afrique, notamment au Nigeria. C'est énorme. Donc quand on voit ce type d'innovation, c'est impressionnant. Sans parler donc de la 6G portée par des universités africaines. Wow. On parle de 5G, mais de 6G portée par des universités africaines. En termes d'usage, je pense que c'est impressionnant. Et c'est important de préciser aussi qu'on a autant de grands groupes privés, qu'on a de petites entreprises qui ont postulé, on a du public, on a des TPE, enfin des toutes petites entreprises. Enfin, la diversité des dossiers était vraiment extrêmement encourageante pour une première édition. Donc je trouve que c'est très prometteur pour celles qui sont à venir. On va revenir sur l'événement, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur le sujet que vous avez évoqué, sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous deux, en tant que spécialistes de la tech, vous pensez que les jeunes Africains se sont appropriés cet instrument-là? Mais vous savez, je pense qu'il faut être tout à fait réaliste. À part les experts de l'intelligence artificielle, on ne peut pas dire que ni le continent européen, ni l'Afrique se sont appropriés l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet, parce qu'il y a une nécessité d'avoir de l'éthique, il y a une nécessité d'enseigner, il y a une nécessité de pédagogie autour de ce que c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tout le monde l'utilise, mais personne ne le comprend réellement. En tout cas, les profanes. Non, mais il faut se dire les choses. Parce que si on ne se dit pas les choses, on est là, on fait semblant qu'on maîtrise. Non, c'est pas vrai. Même ceux qui le fabriquent eux-mêmes admettent qu'ils ne le maîtrisent pas. Donc on est véritablement... je crois que c'est plus que de la transformation technologique dans laquelle on est aujourd'hui. On est dans une mutation. Les technologies aujourd'hui, c'est une véritable mutation de la manière dont nous communiquons, la manière dont nous étudions, dont nous travaillons, les loisirs. En fait, l'intelligence artificielle est en train de s'immiscer dans
tous les espaces de nos vies, du plus jeune âge jusqu'au plus âgé. Et c'est pour ça qu'il est important que les gouvernements, que les États, au niveau mondial, prennent conscience de l'impact que cela a sur nos vies, et en particulier sur notre continent, parce que tout le monde parle de leapfrogging, de la 4e révolution industrielle technologique pour le continent, mais il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de se protéger des dangers de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a plein d'opportunités, et ça, il faut s'en saisir, mais il y a aussi des dangers, et il faut que chacun soit conscient de ces dangers. Je pense que c'est très important, ce volet-là, de l'appropriation de l'IA. Quand on voit qu'aujourd'hui, en Afrique, la plupart des pays ont mis en place des stratégies nationales pour justement accompagner cette stratégie de l'IA dans les entreprises, dans les administrations. Donc, tous les pays sont en train de réfléchir à la mise en place d'une stratégie nationale. Moi, j'irais même plus loin en disant que l'IA a été fait pour l'Afrique. L'IA a été fait pour l'Afrique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on voit que tous les développements informatiques sont faits par des langues étrangères, que ce soit en anglais, en arabe ou en français, quelle est la place de l'Afrique là-dedans? Aujourd'hui, si on arrive à communiquer avec l'IA en mettant des langues locales, aujourd'hui on a plus de 3000 langues locales qui ne sont pas codifiées. Avec l'IA, aujourd'hui, on arrive à mettre un chat GPT avec sa langue locale qui permet à cette personne-là de pouvoir comprendre davantage ce qui se fait. Imaginez l'inventivité qui peut être derrière tout cela en mettant en place donc, la capacité de ces personnes-là qui étaient considérées jusqu'à présent comme étant illettrées. Des gens qui ne savent ni lire ni écrire, on leur donne la possibilité de pouvoir dialoguer avec une machine, de pouvoir vraiment exprimer ses besoins. Moi, je dirais que l'IA a été faite pour l'Afrique et je pense qu'on n'est qu'au début d'une révolution, comme tu le dis, et que vraiment on aura des surprises. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à travers les applications qui sont développées par les jeunes Africains, mais c'est extraordinaire. Revenons sur les directeurs de systèmes d'information, qui est le cœur principal de ce concours-là. Quels est selon vous les défis qui attendent, qui touchent ce domaine-là dans les années à venir? On peut parler du défi des infrastructures, parce que même si la pénétration Internet est encore, est de plus en plus développée, elle est moins développée que dans la plupart des pays occidentaux. Vous pouvez être un DSI avec les meilleures idées du monde, si vous n'avez pas les bons outils pour pouvoir les mettre en œuvre, ça ne peut pas fonctionner. Donc déjà, le développement des infrastructures, la fibre, la 4G, toutes ces choses qui font que vous pouvez avoir une pleine utilisation de ces outils. Après, il y a la question aussi de la formation, parce qu'en fait, les technologies se développent à une vitesse exponentielle. Donc, il y a une question de formation continue. Et la formation, elle se fait aussi parce que vous partagez avec vos pairs. Or, il y a tellement à faire aujourd'hui. Les DSI croulent sous le travail. Elles n'ont pas toujours les moyens humains et financiers de leurs ambitions. Et donc, je crois qu'au-delà des outils, il y a aussi les capacités humaines. Et puis, le développement des compétences. Moi, je rejoins Mohamedou quand il dit que l'intelligence artificielle est faite pour l'Afrique. Je crois que toutes les technologies sont faites pour l'Afrique parce qu'elles sont là pour faciliter le développement des 54 pays du continent. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait des personnes qui sont formées, parce que quand bien même on voit toutes les opportunités qu'il peut y avoir, mais si vous n'avez pas des personnes éduquées, formées et prêtes à se saisir de ces opportunités, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'il me tient tellement à cœur qu'on ne laisse pas de côté les filles et les femmes, parce que partout dans le monde, aujourd'hui, les femmes ne participent qu'à 30% au développement des technologies, alors qu'elles sont 100% à les utiliser. Donc là aussi, on est en train de créer des inégalités qui risquent d'être mortifères. Il faut quand même rappeler que les technologies, c'est aujourd'hui ce qui permet, si vous êtes à 15 km de la première école, vous pouvez aujourd'hui suivre n'importe quel grand conférencier qui se trouve à Harvard, qui se trouve en Afrique du Sud, qui se trouve à Casablanca, où j'en passe et des meilleurs, parce que vous avez des bonnes technologies. Vous pouvez vendre votre beurre de karité là à New York si vous avez les bonnes technologies. Vous pouvez toucher un marché. En fait, les technologies ont cassé les frontières et les géographies. Mais encore, faut-il que vous sachiez comment les utiliser. Tout à fait. Partagez le même constat de cette mondialisation numérique-là. Tout à fait. Mais tout à fait. Donc, sans infrastructure et sans formation, tout à fait d'accord avec Elisabeth, on ne peut pas accéder à cette révolution donc, qui est fondamentale. On disait que l'Afrique forme à peine 100 000 ingénieurs dans le numérique. Quand on compare l'Afrique avec... C'est peu.
C'est très peu. Quand on compare, par rapport au potentiel. Je compare par rapport à un pays continent comme l'Inde, qui a 1,4 milliard d'habitants, par rapport à le fait qu'il y a 1,2 milliard, 1,4 milliard, donc à peu près comparable. L'Inde en forme 5 fois plus. Donc je pense que pour arriver dans les standards internationaux ou les standards mondiaux, il faut au moins en former 5 fois plus pour arriver à ce niveau-là. Donc pour dire encore que la formation est très importante, non pas que des ingénieurs, mais également des techniciens supérieurs, des gens qui montent les câbles, etc. Mais au-delà des infrastructures et de la formation, également, il y a le coût d'accès qui est très important. Aujourd'hui, quand on voit par rapport au débit, dans certains pays, ça peut aller jusqu'à l'équivalent d'un mois de salaire pour avoir un accès au débit. Donc c'est très important donc, de pouvoir baisser les coûts d'accès pour permettre aux gens de s'approprier de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour pouvoir vraiment se former et aller apprendre dans des universités comme Harvard. Et il y a une très grande appétence par rapport à tout ce qui est e-learning. Dans le monde de la francophonie, il y a quelques années, on disait que 30% du contenu en matière de e-learning est consommé en Afrique francophone. Vous voyez? Donc il y a une très grande appétence par rapport à ces jeunes-là d'apprendre des choses nouvelles. Et je pense que ça passe par la mise à disposition des infrastructures à des coûts raisonnables et également une formation très accrue dans ces technologies-là. Il y a une chose importante que je veux ajouter par rapport à ce que Mohamedou vient de dire. La tech, ça n'est pas que pour les geeks. Il faut arrêter de penser qu'on ne doit former que les ingénieurs, les scientifiques, les analystes, les codeurs. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la tech aujourd'hui est intégrée dans tout ce qu'on fait. Exactement. Donc si vous avez envie d'être professeur, il faut que vous sachiez utiliser les technologies. Si vous avez envie d'être médecin, il faut que vous sachiez utiliser les technologies. 10 heures n'existeraient pas si ça n'était pas les technologies. Le e-learning, et on a eu plusieurs projets de e-learning qui nous ont été proposés, n'existerait pas s'il n'y avait pas les technologies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut démystifier les métiers qui existent autour de la tech. Je vous rappelle que d'ici 2050, le continent africain aura la population active la plus importante au monde. Ça veut dire qu'au même titre que l'Inde ou la Chine le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils forment des jeunes qui vont partout dans le monde, aux États-Unis. Vous regardez les plus grands groupes technologiques aujourd'hui, ce sont des Indiens qui sont à leur tête. Exact. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés depuis 10, 15, 20 ans. Donc c'est important de rappeler la responsabilité des gouvernements de miser massivement sur la formation de notre jeunesse pour qu'elle puisse avoir les moyens de déployer son talent, ses compétences et ses capacités, non seulement sur le continent qui a besoin de lui, mais partout dans le monde. Tout à fait. Rapidement, on est pris par le temps. Vous, en tant qu'ancienne ministre pour l'égalité des femmes et hommes, quel conseil donnerez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans le domaine, dans le secteur d'éthique? Je voudrais d'abord leur dire qu'elles peuvent, elles aussi, contribuer à changer le monde. Et que quand on voit ce que vous, les hommes, vous avez fait de cette planète, il est plus que temps que vous entendiez les solutions que les femmes ont aussi à apporter. Les femmes aiment à travailler pour donner du sens. Les femmes aiment prendre soin d'elles, prendre soin de leur foyer, prendre soin de leur famille, de leur village. Et donc, par conséquent, puisqu'il y a cette capacité de travailler pour le bien commun, je veux dire aux jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui que nous avons besoin de leurs idées, que nous avons besoin de leurs talents, de leurs compétences, de leurs capacités, si elles veulent vraiment vivre dans un monde qui est plus juste, plus inclusif, plus durable, non seulement pour elles, mais aussi pour toutes les générations à venir. Mamadou, un mot de fin? Mot de fin, c'est peut-être on a un peu parlé du jury dont Elisabeth fait partie. Donc on a réussi à composer vraiment un jury d'exception qui est présidé par le docteur Amadou Ntouri, qui est l'ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, où on a des hommes et des femmes de talent, dont Elisabeth Moreno, qui nous a fait l'amitié et l'honneur donc, de faire partie de ce jury d'exception, ou des personnalités comme Lassina Kone, qui est patron de Smart Africa, et vraiment qui nous ont fait l'honneur donc de faire partie de ce jury d'exception qui nous a permis donc de sélectionner les meilleurs dossiers. Et je pense que voilà, que le GITEX est installé à Marrakech pour 10 ans, donc on est à une première édition et je pense qu'on va reconduire le même jury l'année prochaine pour vraiment encore plus de candidatures d'exception. Et peut-être un mot de la diaspora qui est très important pour nous. Ces candidatures, donc on avait réservé des places importantes pour la diaspora et je pense que lancer un appel pour la diaspora, vraiment c'est un give back je crois, le fait de pouvoir s'intéresser davantage au continent et promouvoir l'émulation et le partage d'expériences en matière des systèmes d'information qui est quelque chose de très important pour nous. Merci à tous les deux. Rendez-vous la semaine prochaine à Marrakech.
Merci pour Merci votre beaucoup. invitation et à très bientôt. À très bientôt, À très merci à bientôt. vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Merci.